Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour notre conférence sur les TMS, comment agir dans le milieu de la vigne. On est sur une conférence qui va être en deux parties. Une première partie que je vais animer, donc moi je m'appelle Benoît Corbin, je suis ergonome pour le groupe JLO. Ça sera une partie pour vous présenter qu'est-ce que sont les troubles musculo-squelettiques, quelles sont les situations à risque au sein des différentes activités du métier de la vigne, comment agir et un petit peu quelles sont les aides financières auxquelles les entreprises peuvent avoir le droit. Et je suis accompagné aujourd'hui de Julien Bonancea, qui représente la société Ergo Santé et Apo, qui est venu avec des harnais de posture, avec un harnais de posture qu'on vous fera tester en fin de présentation pour vous montrer aussi un petit peu le ressenti et les bénéfices que ces solutions peuvent apporter. Donc, moi en tant qu'ergonome européen, mon rôle c'est comprendre quelles sont les situations à risque au sein des entreprises et les accompagner sur une recherche de solutions, une co-construction de solutions qui soient à la fois acceptées par l'employeur, parce que c'est des solutions qui de temps en temps peuvent être onéreuses, il faut accepter le financement, mais aussi et surtout utilisées par les employés. On peut avoir une super solution si le salarié refuse de la porter. Exemple, un harnais de posture, on le verra tout à l'heure, il y en a qui adorent, il y en a pour qui le retour est un petit peu plus mitigé, et il y a un aspect de ressenti personnel qu'il faut prendre en compte. L'entreprise pour laquelle je travaille s'appelle le groupe JLO. Nous sommes un cabinet RH spécialisé dans l'accompagnement des entreprises sur la partie QVCT, qualité de vie et des conditions de travail. Nous sommes une entreprise nationale et nous appartenons au groupe Apicil, qui est une mutuelle. Nous avons une dizaine d'agences sur l'ensemble du territoire. Moi, personnellement, j'ai déjà pu intervenir sur des métiers de la vigne en Champagne, et j'ai des collègues qui, sur la région Bordeaux, sont aussi beaucoup intervenus sur les métiers de la vigne. Julien, je te laisse peut-être faire une toute petite présentation. Bonjour à tous, Julien Bonancea, je suis commercial ergonome pour la société Apo. Apo, c'est une société française située dans les Cévennes. On a la particularité d'être concepteur et fabricant d'exosquelettes. Donc je laisserai la parole à Benoît et je reviendrai sur ces solutions un petit peu plus tard. Merci Julien. Donc aujourd'hui, cette conférence en deux temps. Alors évidemment, on va parler des solutions techniques des harnais de posture, mais pour moi, en tant qu'ergonome, il est aussi important de parler de toute l'organisation de l'activité et des impacts aussi de la saisonnalité, de la production de la vigne. On a vu sur la conférence avant qu'il y avait des maladies, des insectes qui peuvent aussi jouer et impacter la récolte. Aujourd'hui, l'une des grandes thématiques, c'est avec l'allongement du temps de travail, c'est comment préserver l'être humain pour qu'il puisse travailler dans les meilleures conditions et le plus longtemps possible. Comment est-ce que l'on va réussir à préserver l'usure professionnelle sur les différentes activités? Donc on va parler de ce qu'on appelle les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Les troubles musculo-squelettiques, c'est un terme assez général, on en entend beaucoup parler, mais est-ce que vous savez réellement ce que c'est? On ne sait pas toujours ce que c'est. Pour faire simple, les troubles musculo-squelettiques, c'est une atteinte des tissus du corps qui servent à bouger, qui servent à se mouvoir. Les principales structures qui vont être touchées, ce sont les muscles et les tendons. L'une des principales pathologies, ça va être la tendinite. Et donc du coup, c'est les articulations qui vont être principalement touchées. Les articulations les plus touchées, alors on va parler au niveau des reconnaissances de maladies professionnelles, ce sont les membres supérieurs. De manière générale, c'est la zone main-poignet droit qui est la plus touchée, les épaules, le coude, et après au niveau des maladies professionnelles reconnues, le dos. Attention, le métier de la vigne, notamment si on parle de l'entretien de la vigne, va beaucoup être exposé, on le verra tout à l'heure, aux contraintes posturales, aux gestes répétitifs et aux postures prolongées. L'environnement professionnel est la première cause de survenue des troubles musculo-squelettiques, mais ce n'est pas la seule. En jardinant le week-end, en faisant des travaux à la maison, on peut aussi se blesser, on peut se faire des pathologies. La lombalgie fait partie des troubles musculo-squelettiques. Les manifestations peuvent être de deux ordres, sensitifs ou moteurs. Sensitifs, ça signifie que l'on va avoir des troubles nerveux. Ça va être des sensations de fourmillement, de picotement, d'engourdissement qui peuvent arriver. Et les troubles moteurs, une perte de force musculaire ou une atrophie du muscle. L'atrophie, c'est simplement le muscle qui perd en volume. Moi, je voulais aussi avoir votre avis avant de continuer avec deux petites questions. Selon vous, est-ce que les troubles musculo-squelettiques peuvent être évités? Je vois du oui dans la salle.
je vois beaucoup de scepticisme aussi. Alors, les troubles musculo-squelettiques, on a pas mal de facteurs de risque qui peuvent jouer. Quand on parle de troubles musculo-squelettiques, on parle de risque physique, on va beaucoup penser à toutes les contraintes biomécaniques, les efforts, les postures, les gestes répétitifs. Alors effectivement, tout ça, ça va jouer. Mais ce ne sont pas les seules causes de survenue des troubles musculo-squelettiques. On va retrouver les facteurs individuels, l'âge, l'état de santé, le sexe. Malheureusement, les femmes ont un petit peu plus de risque de développer des troubles musculo-squelettiques que les hommes. On peut retrouver toutes les composantes psychosociales, telles que le stress, et tout ce qui est ambiance physique, avec le froid ou l'exposition aux vibrations. De manière générale, les troubles musculo-squelettiques peuvent être évités. Si on aménage suffisamment un environnement de travail, si on arrive à renforcer les structures du corps avec une meilleure résistance aux contraintes, on arrive à supprimer le risque, à réduire le risque, et donc dans beaucoup de situations, on pourrait éviter les troubles musculo-squelettiques. Alors moi j'ai une deuxième question qui est, selon vous, est-ce qu'il faut affecter les jeunes au poste pénible car ils sont plus résistants? Je vois des sourires. C'est une question que j'aime bien poser. Alors, de manière générale, oui, les jeunes sont plus résistants, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se dire que comme ils sont plus résistants, on va leur donner les tâches les plus contraignantes à réaliser. Ce qu'il faut voir, c'est que en exerçant une activité depuis un temps conséquent, on va gagner en expérience, on va gagner en mode opératoire, et ce qui est important, c'est ce partage de pratiques pour éviter que les jeunes soient exposés, soient surexposés et développent des pathologies sur le long terme. Alors, comprendre les facteurs de risque. Nous, on a pu intervenir au sein de différentes entreprises, à la fois sur les exploitations viticoles et à la fois en entrepôt-logistique. Moi, ce qu'on a pu constater sur les exploitations viticoles, alors il y a différents moments de l'année, on va retrouver... Wow, je tombe. Tout ce qui est tombé des bois, le sécaillage, le pliage, la coupe, la vendange. De manière générale, il y a beaucoup de postures contraignantes sur le travail de la vigne, beaucoup de postures contraignantes au niveau du dos. On peut retrouver des postures contraignantes au niveau des épaules, au moment de la taille notamment. On va retrouver beaucoup de gestes répétitifs. Gestes répétitifs au moment de la vendange, le simple fait de toute la journée utiliser le sécateur, qui reste beaucoup manuel. On va avoir des sécateurs mécaniques, mais on va parler de perte de temps, et donc du coup on a beaucoup d'opérateurs qui vont continuer à utiliser leur sécateur manuel sans parler du risque de coupure. Moi, combien de fois j'ai vu quand ils sont en face, il y en a un qui donne un coup à l'autre, ou tout simplement soi-même en se blessant sans le faire exprès. On va retrouver des efforts qui peuvent être importants. Le but, c'est essayer d'être le plus efficace possible. On a des seaux, on va les remplir le plus possible. On va avoir des seaux de 10, 12 kilos. On va les mettre dans des caisses qui peuvent aller jusqu'à 40 kilos. Il faut les mettre dans les chenillards. Après, il faut les mettre dans les remorques. C'est quand même des efforts qui sont extrêmement importants. Et sur des journées de travail qui sont conséquentes. Le but d'une vendange aussi, c'est réussir à couper son raisin relativement rapidement pour le vigneron, pour mettre en sécurité sa récolte, parce que c'est le moment de l'année où lui, il récupère son salaire. On va retrouver tout ce qui va être lié à l'organisation du travail. Moi, j'ai pu me rendre compte que le mode de rémunération peut aussi beaucoup impacter les contraintes. Si on est payé à la tâche ou si on est payé à l'heure, ce n'est pas du tout le même objectif pour le coupeur, pour le vendangeur. Lorsque je suis payé à l'heure, on va avoir des organisations qui vont être plus efficaces, où tout le monde va pouvoir essayer d'aller au même rythme. Quand on est payé à la tâche, celui qui va le plus vite, c'est celui qui gagne le plus d'argent à la fin de la journée. Quitte à malheureusement avoir des postures et des contraintes encore plus importantes. Tout ce qui est environnement de travail, la qualité des sols, les pentes, et puis pour finir, tout ce qui est conditions climatiques. Moi, j'ai eu la chance de faire des observations quand il pleuvait, quand il y avait du vent. J'étais assez content de ma journée, mais surtout, j'étais bien fatigué. Sur tout ce qui est activité de vendange, moi, j'ai pu faire des chroniques d'activité. Le but ici, c'est savoir combien de temps la personne va passer dans les différentes postures au cours de sa journée. On était sur une vigne qui était pentue, et malgré cette vigne-là, alors moi j'ai pu le quantifier sur 16 minutes, mais c'est 16 minutes qui sont représentatives de 2 heures. Il suffit de multiplier par le temps de travail de la personne. Je me suis rendu compte que quasiment
la moitié du temps de travail, donc 44%, est passé dans des postures extrêmement contraignantes au niveau du dos. Une posture contraignante au niveau du dos, c'est à partir du moment où j'ai une flexion à plus de 60 degrés. Et c'est là où peut-être que Julien aura des solutions qui seront intéressantes tout à l'heure. On va avoir des postures à contrainte modérée. Donc, c'est une flexion du tronc comprise entre 30 et 60 degrés. Ici, c'était sur 24% du temps de travail. À partir du moment où on va dépasser juste 5 minutes prolongées avec une contrainte modérée au niveau du dos, on sait qu'on augmente considérablement le risque déjà de douleur lombaire, tout simplement une sciatique, mais surtout de pathologie sur le long terme. Pathologie, on va retrouver tout ce qui est hernie, dégénérescence discale. Et ça, malgré le fait qu'il puisse y avoir des alternances de posture, qu'il puisse y avoir des moments où l'opérateur va se reposer au cours de sa journée. Moi, ça me paraissait long. Il allait passer jusqu'à 1 minute 30 debout à se reposer, parce que quand il a passé 5 minutes à couper, c'est extrêmement contraignant. Puis on se rend compte qu'il y a tout un geste technique où on va aller du haut de la vigne vers le bas, et plus ça va aller, plus on va avoir cette flexion au niveau du dos. Ça représente des durées d'exposition qui sont quand même contraignantes, et à cela va avoir tous les efforts de transport du seau. Ici, on a un opérateur qui, pour vider son seau dans une caisse, il a fait toute la longueur de la vigne, donc il a fait 50 mètres en portant son seau de 12 kg. À partir du moment où on fait une manutention en ergonomie, on considère qu'il ne faut pas porter un objet plus de 2 mètres. Au-delà de 2 mètres, il faudrait des solutions techniques. Bon. Il y aurait des solutions qui pourraient exister. Si on avait le chenillard qui était à côté, s'il y avait la caisse qui était à côté, qu'on les ramasse avec le chenillard en fin de récolte ou qu'on les ramasse avec un tracteur, on pourrait réduire. Mais ça veut dire aussi que ce sont des investissements et c'est une organisation du travail qui est complètement différente. On a pu aussi voir l'impact climatique. C'était donc au mois de septembre-octobre de cette année. C'est une vigne en Champagne qui a été impactée par la grêle. Donc du coup, il y avait 5000 kg de l'hectare, ce qui est pas beaucoup. Et ce qui veut aussi dire que l'équipe n'a pas pu s'organiser comme elle le fait habituellement, où tous les coupeurs vont monter en même temps. Ils sont payés à l'heure, donc ils peuvent monter en même temps. Mais du coup, on a eu toute une désorganisation qui a augmenté les contraintes en termes de risques physiques. On peut également retrouver tout ce qui est risques généraux liés à l'entrepôt logistique. Pareil, on va retrouver des postures contraignantes, mais ici, c'est d'une nature différente. Tout ce qui est stockage sur les hauteurs, plus il va falloir aller stocker bas. Tout ce qui est rayonnage, tout ce qui est profondeur, distance d'accès, ça va jouer au niveau du dos principalement, au niveau des épaules. On va retrouver tout ce qui est embouteillage, tout ce qui est étiquetage, avec beaucoup de gestes répétitifs. Le geste répétitif, d'un point de vue trouble musculo-squelettique, a un impact significatif. Au-delà de 30 gestes répétés par minute, on sait que l'articulation est sujette à développer une pathologie, à développer une tendinite, à développer une maladie professionnelle sur le long terme. C'est pas toujours facile de réduire l'exposition, mais plus on va réduire ces contraintes, ou en tout cas réduire la sollicitation musculaire qui est associée, plus on va réussir à préserver le corps. Alors, comment agir ? En ergonomie, on a souvent la vision de on va faire appel à un ergonome, il va nous donner une solution technique et puis il va nous solutionner la problématique. C'est malheureusement pas aussi simple que ça. Moi, en tant qu'entreprise extérieure, il me faut toujours comprendre le besoin, comprendre quelle est la problématique, faire un état des lieux. Alors nous, on a une méthodologie d'accompagnement qui nous est donnée par la CARSAT, l'INRS. De manière générale, on a toujours une phase de structuration du projet, comprendre quel est le besoin au sein de l'entreprise. Une phase dite d'exploration. Nous, on s'est rendu compte que nos opérateurs, ils ont des problématiques au niveau du dos, ils ont des problématiques au niveau des épaules. Mais au-delà de tout ça, on a de l'absence au sein de notre entreprise. On a du turnover, on a des maladies professionnelles, on a des accidents du travail qui augmentent. Nous, c'est OK, on va faire cet état des lieux, on va essayer de comprendre déjà quels sont les indicateurs qui sont impactants au niveau de l'entreprise, mais surtout quelles sont les activités, les tâches qui vont être les plus contraignantes avant d'aller dans le détail, donc dans ce qu'on appelle le diagnostic approfondi, dire précisément quelles sont les causes qui vont générer les facteurs de risque et après apporter ce regard de co-construction des solutions. Les pistes de solutions sont très variables.
Et ici, on n'est pas sur des pistes exhaustives. Il faut vraiment comprendre chacune des situations pour aller cibler les pistes de solutions qui sont les plus adaptées. On peut retrouver tout un lot de solutions qui sont dites organisationnelles. On peut retrouver des solutions techniques avec des outils. Une solution qui fonctionne très bien, c'est mettre en place des échanges de pratiques avec les opérateurs. Souvent, chacun va avoir son mode de fait, son mode de fonctionnement. Et en échangeant, ça permet de se rendre compte des bonnes pratiques, des pratiques les plus à risque. Et nous aussi, ce qu'on permet en tant que cabinet extérieur, c'est pouvoir discuter et faire prendre conscience de ces pratiques aux collaborateurs. Alterner les tâches, c'est toujours facile d'un point de vue extérieur de le dire. Quand on est lancé dans une activité, ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Pour autant, on peut quand même se questionner, est-ce qu'il est possible de réussir à alterner les tâches toutes les 20 minutes, toutes les heures, c'est des choses qui sont à discuter. Tout ce qui est le travail sur la gestion de l'alternance des postures. Souvent, on se dit, c'est une fatalité. La mauvaise posture est une fatalité parce que je n'ai pas le choix. En réalité, pas tant que ça. Si on connaît les gestes protecteurs du dos, si on connaît les gestes protecteurs des épaules, on peut réussir à jouer sur cette alternance des postures et répartir les contraintes sur différentes structures articulaires du corps au cours de la journée, même si je n'ai pas d'alternance de tâches en tant que telle. On peut questionner tout ce qui est modalité de déplacement. Ici, c'était les sauts qu'on a pu discuter tout à l'heure. Tout ce qui est développement de nouvelles organisations. Comment mes opérateurs peuvent monter en même temps sur la vigne et comment je peux mettre en corrélation mes coupeurs et mes débardeurs. Tout ce qui est le travail en binôme dans la vigne. En anthropologistique, on peut retrouver tout ce qui est organisation. Alors, on va retrouver aussi beaucoup de solutions techniques dans la partie logistique, tout ce qui est chariot, tout ce qui est convoyeur, tout ce qui est hauteur de stockage. Ce sont des éléments que l'on peut discuter. On va retrouver tout ce qui est chenillard. Est-ce que j'ai le bon nombre? Est-ce que mon chenillard il est bien adapté au travail que je fais? Et puis les caisses. Quelles sont les caisses? Comment je remplis ma caisse? Comment je les déplace? Alors, avant de passer sur la partie harnais de posture, ce sont des accompagnements qui peuvent être coûteux pour les entreprises. Le conseil, nous on est sur une valorisation où c'est un nombre de jours d'intervention selon le besoin que l'on va valoriser. Selon les entreprises, il y a deux types principaux d'aides financières qui peuvent exister. Les entreprises du régime général sont éligibles à ce qu'on appelle le FIPU. C'est une aide financière de l'assurance maladie qui permet une prise en charge jusqu'à 70% du coût d'un diagnostic et de réduire de manière conséquente le reste à charge pour l'entreprise. Et il y a potentiellement des aides financières pour tout ce qui est achat de matériel. Alors aujourd'hui, sur l'achat de matériel, c'est une liste qui est donnée. Donc tout simplement, il suffit de regarder si le matériel est sur la liste. Mais au-delà de ça, après la réalisation d'une étude ergonomique, selon l'entreprise, elle pourrait être éligible à ce qu'on appelle un contrat de prévention. Ce contrat de prévention avec la CARSAT peut permettre un cofinancement d'une partie des solutions techniques qui auraient été identifiées dans le diagnostic. Le plafond, aujourd'hui, ça va dépendre de la taille de l'entreprise. On peut avoir jusqu'à 25 000 € d'aide financière pour la partie diagnostic, 25 000 € d'aide financière sur la partie action de sensibilisation. Alors ici, c'est de la formation des collaborateurs. Pareil, ce sont des formations qui sont clairement identifiées pour le coup dans le programme. Il peut y avoir tout ce qui est aménagement de poste et compensation du handicap. Alors pour ça, il faut que le salarié soit reconnu travailleur handicapé. Il faut qu'il y ait un avis médical avec des restrictions, avec des préconisations. Et puis selon la taille des entreprises, certaines peuvent avoir un préventeur où le salaire du préventeur peut être en partie pris en charge par cette aide qui est le FIPU. Pour celles et ceux qui sont au courant, ça passe tout simplement par le compte net entreprise de la société. Et après, selon la taille, il y a des plafonds où on peut cumuler ou pas ces différentes aides financières. Beaucoup d'entreprises du régime agricole sont affiliées à la MSA.
les aides financières de la MSA sont un petit peu différentes. Il y a des aides destinées à la prévention des TMS et ici, ça va aussi dépendre des régions. Donc, il faut se référer à la MSA de la région. Selon les régions, malheureusement, l'aide est un petit peu moins conséquente. On peut aller jusqu'à 3 000 € d'aide financière pour tout ce qui est participation à l'achat de solutions ergonomiques. C'est vrai que c'est malheureusement pas égal, mais ça peut donner un petit coup de pouce. Avant de passer la parole à Julien, je voulais faire une toute petite introduction sur les exosquelettes ou harnais de posture. Ce qu'il faut savoir, c'est que solution technique, c'est pas forcément la solution à tout. Ça doit se réfléchir. Dans certains cas, ça peut être la solution la plus adaptée parce que trop compliqué d'aménager le poste d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue technique, mais ça doit se réfléchir en amont et ça ne doit pas se dire ah ben voilà, on va tout de suite mettre un harnais de posture, un exosquelette. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différentes solutions qui ont existé. On peut retrouver des exosquelettes complets qui vont prendre le dos, les épaules et qui ont soulagé vraiment les contraintes auxquelles les opérateurs sont exposés. On va avoir des exosquelettes qui vont plutôt soulager les membres supérieurs. Ergo Santé a également des exosquelettes au niveau de la nuque. Je ne l'ai pas remis, mais il y a aussi au niveau du poignet, au niveau des doigts qui peuvent exister. Ah bah si, j'ai mis le poignet, j'avais pas assez tourné la tête. Attention à quelques idées reçues quand même sur l'exosquelette. Comme je vous le disais, ce n'est pas forcément la solution contre tous les troubles musculo-squelettiques. Les exosquelettes ne limitent pas forcément les efforts physiques. Ça va aménager une posture. Par contre, si on a déjà cette posture naturelle, certains peuvent avoir le sentiment qu'ils sont contraints de leur activité. D'autres vont trouver ça absolument génial et c'est pour ça qu'il faut pouvoir le tester et laisser aussi un libre choix, une période d'appropriation à l'opérateur. Donc ça ne convient pas forcément à tous les salariés et attention, l'exosquelette n'est pas forcément sans risque pour la santé. À partir du moment où il est mis sur un environnement de travail, il peut être considéré comme un EPI qui doit se réfléchir, dont on doit déterminer combien de temps on doit le porter par jour, qui, quoi, comment. Et il faut vraiment se poser un certain nombre de questions avant de vraiment le mettre en place. Au niveau des risques, on peut tout simplement avoir un report sur d'autres parties du corps. Moi, je l'ai déjà vu. On met un harnais de posture pour préserver le dos, d'accord ? Mais si je dois continuer mon mouvement, si c'est plus mon dos qui fait le mouvement, c'est peut-être mon épaule qui va compenser. Donc du coup, c'est pour ça que c'est important de réfléchir et se poser les bonnes questions en amont. Quelques bonnes questions. Le support, vous pourrez l'avoir à disposition, on ne va pas toutes les refaire, mais est-ce que j'ai déjà mis en place des mesures pour améliorer mes conditions de travail avant de penser à un exosquelette ? Moi, j'ai des entreprises qui me disent « Monsieur Corbin, nous, on va mettre un harnais de posture tout de suite ». D'accord, mais est-ce que vous avez déjà questionné les conditions de réalisation de l'activité ou tout simplement mettre un petit chariot en place avant de tout de suite aller sur le harnais de posture ? On peut peut-être commencer à équiper madame qui voulait tester le harnais de posture pendant que je continue cette petite présentation. L'organisation du travail, la quantité de travail, la durée de la tâche visée, la répartition du travail a-t-elle été réfléchie ? Est-ce que j'ai déjà identifié la tâche ou les tâches pour lesquelles j'envisage un harnais de posture ? Parce qu'il faut vraiment cibler les activités. Et puis avant de passer à la démonstration, il y a des essais qui ont été faits par la MSA du Languedoc, justement, sur mise en place d'un harnais de posture dans le milieu de la vigne. Ici, ce qu'on se rend compte, c'est que 57% des participants pensent que le port de l'exosquelette permet de réduire la pénibilité. Ça veut quand même dire que 43% ne sont pas forcément de cet avis. Donc, de manière générale, on estime que pour un salarié sur deux, ça peut être pertinent, ça peut être intéressant, mais que certains ne vont absolument pas supporter leur harnais de posture. Et ça va dépendre des conditions de réalisation de l'activité. C'est aussi pour ça qu'il faut y aller de manière progressive. Il ne faut pas y aller toute la journée. Il faut y aller déjà par des séquences, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, avant de pouvoir définir quelle tâche, combien de temps on va porter ce harnais de posture. Donc, tout ça, ça souligne l'importance de l'intégration de la solution au sein de l'environnement de travail, de permettre aussi à l'opérateur d'avoir le choix de pouvoir l'utiliser ou pas. Par contre, à partir du moment où c'est mis en place, il faut mettre en place des procédures pour évaluer, quantifier les effets de ce harnais de posture.
Alors là, nous avons Julien qui est en train d'équiper Madame, qui s'était manifesté au tout début de la conférence en disant moi je veux absolument pouvoir tester un exosquelette. Si vous le souhaitez, je vous invite à venir me rejoindre sur scène. Et puis je vais peut-être laisser la parole à Julien pour qu'il puisse nous présenter un petit peu mieux ce dispositif. Donc ici, on a un aide-posture plutôt pour le dos qui a été équipé sur Madame. Et Julien est en train de s'équiper, c'est pour les membres supérieurs, hein? Non, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est la même chose. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez simple et assez rapide à mettre en place. En 2 minutes, là, ça a été équipé. C'est juste un petit coup de main à prendre une fois qu'on comprend et qu'on sait comment fonctionne le dispositif, mais ça se met assez facilement en place. Merci. Merci Benoît. Du coup, je vais vous parler d'exosquelette. Alors, tout d'abord, quand on parle d'exosquelette ou de harnais de posture, il faut savoir que ça se divise en 2 familles. Il y a les exosquelettes actifs et les exosquelettes passifs. Actifs, c'est les exosquelettes motorisés et passifs, c'est les exosquelettes non motorisés. Nous, chez Apo, ce qu'on développe, c'est des exosquelettes passifs. Pourquoi ? Parce qu'on estime que c'est plus adapté au monde du travail. Ils sont souvent plus légers, plus discrets, plus fiables, moins onéreux. Le dispositif avec lequel j'ai équipé Madame, c'est un dispositif qui a été conçu pour soulager les lombaires. Il fonctionne par les 2 tiges que vous voyez sur nos flancs. On va retrouver un point d'appui au niveau de la poitrine, un point d'appui au niveau des lombaires et un point d'appui au niveau du bas de chaque cuisse. Ce système se fait par un transfert de charge par les ressorts que vous allez voir qui vont se fléchir quand on va se pencher en avant. Le fonctionnement, c'est un petit peu comme quand on fait... Oui, allez-y. Vous sentez l'assistance ? Oui, ça tire un petit peu. Ouais, c'est ça. Alors, quand on se penche en avant, on applique une contrainte sur les ressorts. Ces ressorts font un transfert de charge, comme quand on se tient comme ça finalement. Vous savez, quand on est un peu fatigué, qu'on a fait du sport, pour soulager le dos. Donc le poids passe directement par les jambes en réduisant la contrainte au niveau des lombaires. Le fonctionnement est assez simple. J'aime bien comparer ça à un système de suspension. L'exosquelette amortit la descente. On met de l'énergie dans le ressort qui est restituée à la montée et qui permet de réduire la contrainte musculaire au niveau des lombaires. Redressez-vous. Oui, ça aide. Ça aide. Alors, je vais juste, si vous pouvez pas vous décrire un petit peu la sensation que ça fait. Je vous laisse en parler un petit peu de ce que vous avez ressenti au micro. Non, je ne sais pas parler. Vous voulez pas parler ? Non. Vous voulez pas témoigner ? Non. Bon, donc. Oui, ça relève bien. Je vous laisse parler comme ça, ils vous entendront Non, mieux. non. Il faut parler. Bon, madame me dit que ça la soulage, que ça l'aide à se relever. Donc, ce qui va être intéressant avec ce genre de dispositif, on a déjà équipé pas mal de vignerons, notamment pour la taille, pour toutes les personnes qui sont amenées à maintenir la position, pencher en avant, une flexion de tronc. Parce que ce qu'on constate, c'est que dans les vignes, quand les vignerons taillent, ils sont sans arrêt à se baisser, à se relever. L'objectif, c'est pas de vous rendre plus fort. L'objectif, c'est de diminuer la contrainte, de vous rendre entre guillemets plus endurant, diminuer la pénibilité au travail. Alors Benoît vous a exposé tout à l'heure plusieurs facteurs de développement, les 4 facteurs liés au développement de TMS. Nous, ce qu'on va réduire, c'est la contrainte biomécanique. Donc, on va pas impacter ce qui est lié à l'organisation du travail, mais plutôt à l'impact biomécanique, donc à la contraction, au maintien de la posture de la posture contraignante, notamment celle supérieure à 60 degrés. Donc je vais vous demander, alors je vais juste pour comparer, enlever le... Hop, je vous laisse vous redresser. Allez-y. Ouais, on sent la différence. Hein. Vous sentez bien la différence entre les deux ? Ah oui. Vous voulez toujours pas témoigner ? Je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut venir essayer, quelqu'un d'autre que je peux équiper en 15 secondes. Non. Eh ben, venez. Mais aussi, on sent bien quand même la différence. Ouais. Donc ça, ce qui va être intéressant, c'est surtout quand l'aspect prolongé. C'est pas un aspect waouh extraordinaire, mais ce qui va être intéressant, c'est le long terme. Donc au bout d'1 heure, 2 heures d'activité, plus il va y avoir de la répétition, plus il va y avoir le maintien de posture contraignante,
plus l'exosquelette va être intéressant. Alors, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de toutes les solutions, comme Benoît l'expliquait, mais dans certains cas, quand il n'y a pas d'aménagement de poste possible, les pieds de vigne, on ne pourra jamais les rehausser à hauteur. Donc, les gens seront toujours en train de se baisser, de se relever pour effectuer la taille. Et donc, c'est à ce moment-là que les dispositifs, comme l'harnais de posture, vont pouvoir être intéressants. Hop, alors, je vais vous équiper. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Alors, moi, pour avoir fait des tests sur les harnais de posture, pour expliquer aux entreprises qui étaient très curieuses de savoir est-ce que ça allait avoir un intérêt. Alors, je sais que Ergo Santé a aussi son laboratoire pour mettre en avant les éléments. Moi, j'ai pu mesurer les contraintes sur l'aspect contraction musculaire. On va enregistrer quel est le signal musculaire qui est envoyé et quel est le degré de contraction musculaire. Moi, ce que j'ai pu noter sur le APO, que j'ai pu mettre en avant, c'est une réduction de l'ordre de 30 à 40% des sollicitations musculaires au niveau lombaire. Donc du coup, ça a quand même un intérêt conséquent. Et moi, je sais que la situation dans laquelle j'ai déjà pu mettre en place les APO, c'est des contraintes posturales avec des expositions prolongées, avec une flexion de tronc vers l'avant. Donc, comme le disait Julien, ça n'a pas forcément vocation à vous rendre plus fort, mais ça va vous rendre plus endurant et ça va permettre de vraiment soulager les sensations de douleur, de lourdeur au niveau lombaire sur le long terme en fin d'activité. Donc, je vais rebondir sur ce que disait Benoît. Les exosquelettes qu'on fait, on les teste en labo. On a une équipe de chercheurs, donc on a 2 docteurs en biomécanique, un ancien rhumatologue qui est retraité mais qui garde une activité au sein de notre entreprise. Donc, on fait des tests en labo sur les modèles qui sont exposés là. On a mesuré que la réduction musculaire au niveau des lombaires était réduite de 20%. En moyenne, donc après, ça va dépendre de la morphologie de la personne. Quelqu'un qui pèse 100 kg ou quelqu'un qui en pèse 50 n'aura pas le même ressenti. Je ne sais pas si vous voulez dire ce que vous ressentez un petit peu. Si, je peux. Là, vraiment au niveau du dos, on sent que... moi, je n'ai pas trop de rapport à la vigne, à part que j'ai fait déjà les vendanges, du coup. Et effectivement, là, dès qu'on se baisse, je sens plus vraiment le lombaire où il n'y a pas du tout de... Je me sens moins affaissée aussi. Au niveau du dos, généralement, même jusqu'en haut, quand je me baisse. Je trouve que ça apporte vraiment un support, quoi. Ah oui, mais ça n'a rien à voir. J'ai l'impression de... C'est vrai, ah oui, mais ça aide carrément. Et quand on enlève, on le sent d'autant plus, quoi. Mais du coup, pour le maintien, je trouve ça super. On sent vraiment la différence, quoi. Alors, on peut dire que ça a une assistance posturale. Le maintien lombaire nous aide à garder le dos un peu plus droit. Si elle veut le faire le dos rond, elle pourra toujours le faire. Mais il y a ce petit maintien qui nous aide à garder le dos plus droit et donc à protéger plus le dos. À savoir aussi que c'est toujours possible. C'est pas recommandé dans le monde du travail de faire le dos rond et pas de plier les jambes. On le voit quand même tous les jours. On répète aux gens qu'il faut plier les jambes. C'est le quotidien de beaucoup de monde, ça fait assez de temps qu'on le rabâche, mais on le voit tous les jours quand même. L'exosquelette ne va pas empêcher de faire ce mouvement, mais il va inciter à plier les genoux. La résistance de la tige fait que quand on se laisse porter, il y a un moment où on a un point d'équilibre où on ne peut pas aller plus bas. Ça va nous demander un effort de se descendre et instinctivement, c'est plus confortable en fait de se redresser et de plier les genoux pour aller au sol. Donc on a un peu ce double bénéfice de l'effet mécanique du ressort et de l'assistance posturale liée au produit. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Alors ça va dépendre du modèle. Là pour un modèle pour le dos, il faut compter entre 1500 et 2000 € hors taxe. Ceux que j'ai apportés, c'est des modèles, on va dire entre guillemets, plus typés masculins. On a développé un autre modèle que j'ai pas avec moi, avec un système de brassière qui sera plus adapté aux femmes. Parce que là, vu qu'on a un point d'appui au niveau de la poitrine, c'est peut-être pas hyper confortable pour les dames dans le temps. Donc on a revu un peu notre copie, on a adapté à un modèle qui soit plus spécifique à la morphologie féminine. Donc à savoir qu'on fait l'accompagnement auprès des entreprises, on joue le jeu, on fait des tests avec les entreprises, on vous accompagne en vous disant oui, le exosquelette, ça peut être une solution. Quand ça l'est pas, on joue la carte de l'honnêteté, on préfère dire ça l'est pas. Le point important dans l'exosquelette, je pense que c'est vraiment bien cibler les postes et c'est pas vendre un exosquelette pour qu'il soit au placard, mais c'est que l'utilisateur en soit content et l'utilise au quotidien. Pas nécessairement 8 heures par jour, ça peut être 1, 2, 3 heures, 4 heures par jour en fonction de l'activité. Ça, c'est à cibler et à discuter avec, avec l'organisation au travail.
C'est vrai que pour compléter ce que dit Julien, moi j'ai déjà Julien qui m'a appelé, qui m'a dit écoute Benoît, j'ai une entreprise qui m'a demandé un exosquelette. Par contre, moi j'ai un doute sur l'utilité de l'exosquelette. Est-ce que tu veux pas prendre contact avec eux pour faire une étude ergonomique, comprendre quelle est la situation de travail avant qu'on s'oriente obligatoirement sur l'exosquelette. Bon, au final, l'exosquelette a quand même été mis en place au bout du bout, mais on avait identifié d'autres pistes de solutions sur du plus long terme pour complètement supprimer les risques à la source. Est-ce que vous avez encore des questions? Oui. Alors, si on n'a pas le statut de travailleur handicapé, est-ce qu'on peut quand même acheter l'exosquelette? Alors, le statut de travailleur handicapé va donner le droit à des aides financières, notamment les aides de l'AGFIP, l'accompagnement de Cap Emploi, et va y avoir un cofinancement de l'AGFIP en tant que travailleur handicapé avec des restrictions médicales. Si on n'est pas travailleur handicapé, ça va rentrer dans ce qu'on appelle l'amélioration des conditions de travail, et tout le monde peut acheter un harnais de posture. Alors, ça peut être un coût et un reste à charge plus ou moins important pour l'entreprise, mais il n'y a aucun souci pour pouvoir l'acheter, même sans être travailleur handicapé. Oui, je voulais ajouter qu'à la base, ce dispositif-là spécifiquement que je vous ai montré, c'est conçu pour de la prévention. Alors, actuellement, on a plus de succès quand les personnes commencent à avoir des petites douleurs au niveau du dos, parce que forcément, on se rend mieux compte de l'effet bénéfique de l'exosquelette. Si quand je travaille dans la vigne, fin de journée, j'ai mal au dos, quand je mets l'exosquelette, j'ai plus mal au dos, bingo, on sait que ça fonctionne, l'impact il est direct. On peut aussi l'imaginer pour des gens qui n'ont pas de problème de dos. Par contre, là, on touchera plutôt à l'aspect individuel et psychologique, à l'acceptation de l'équipement. J'ai pas mal au dos. Est-ce que je suis prêt à rajouter quelque chose qui est quand même relativement simple? Vous avez dû voir, c'est mis en 4 clips. Ça pèse 970 grammes, c'est très léger. Mais les gens, y a quand même un petit peu un regard stigmatisant. Nous, d'où tout l'enjeu de faire des choses discrètes, faciles et simples à mettre. Voilà, donc vous pouvez investir en prévention. C'est à faire des tests et discuter avec les personnes, voir si elles sont prêtes à s'équiper et à accepter l'équipement supplémentaire. Et puis là, ce dispositif peut se porter sous des tenues de travail. Chose simple à mettre en place, discret. Et on a des vignerons qui s'équipent avant de partir dans le travail à la vigne, remettent leur blouse, leur outil de travail. Alors, parce que c'est vrai que ça n'a pas été précisé, mais s'il y a des outils type sécateur mécanique où on va porter la batterie sur le dos, ça fonctionne aussi. Moi, je sais que j'ai des vignerons qui ont à la fois le hapeau, et à la fois leur outil mécanique et les batteries qui sont sur le dos, et ça ne gêne absolument pas. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre attention.